Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans votre émission Questions politiques. Les dialogues annoncés en République démocratique du Congo est-il volontaire ou imposé? Nous en parlons avec monsieur Prince Chabola. Bienvenue monsieur. Merci beaucoup et merci beaucoup pour en tout cas votre invitation. Je suis très ravi en tout cas de cette invitation et de découvrir en fait vos studios qui n'est pas un studio amateur. Vraiment. Donc, c'est un plaisir justement de participer ou d'être répondre positivement à cette invitation. Non, en tout cas, vraiment, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes président du mouvement Vivre Autrement. C'est quoi déjà ces mouvements et Voilà. quels sont ses objectifs Le mouvement Vivre Autrement, c'est un mouvement citoyen d'éveil des consciences pour le mieux-être. Sa vision, justement, est de mobiliser les citoyens congolais, de les amener à intérioriser le patriotisme et à s'orienter dans une reconfiguration qui pourra permettre à ce que, désormais, d'ici 20-30 ans, qu'on ait un nouveau type de Congolais à même de porter, comme on dit, ce qu'est le Congo réellement, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau international. Voilà la vision qui est la nôtre. Certes, c'est une vision, en tout cas, assumée et, je dirais même prétentieuse, mais parce que nous croyons à la force de nos convictions et à la force de tous ceux qui se sont engagés dans le mouvement, nous disons, peu importe le temps que ça pourra prendre, le Congo d'aujourd'hui sera différent de celui de demain, parce qu'il aura au sein de sa population un nouveau type de Congolais à même de relever le défi, notamment le défi de ce que nous avions comme regard vis-à-vis du monde en tant que tel, mais aussi relever le défi interne au niveau de notre comportement, au niveau de notre l'esprit de travailler pour l'intérêt général. Voilà un peu l'image ou la vision justement de ce mouvement que nous assumons avec fierté, avec conviction. Alors, vous estimez vraiment qu'avec Vivre Autrement, il y aura changement des mentalités des Congolais? Bon, nous ne nous lançons pas sous le label de changement de mentalité parce que nous avons comme impression que le concept de changement de mentalité paraît être limité ou restreint. Plutôt, nous voulons plutôt parler de la réconfiguration du Congolais. Il faut que le Congolais se réconfigure. Et dans cette réconfiguration, on retrouve finalement ces changements de mentalité, qui est un aspect de la réconfiguration générale de la conscience justement citoyenne congolaise. Je vous donne un exemple en fait pour me rapprocher de votre compréhension. Quand on vous parle d'un citoyen russe, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez dans l'image? Quand on vous parle d'un citoyen chinois, qu'est-ce que vous voyez en image? Et ce que vous voyez en image, ce n'est pas le fruit d'une baguette magique. C'est le fruit d'une construction. Une construction qui a duré dans le temps. Et nous avions justement cette conviction de dire, nous pouvons travailler dur, nous pouvons nous battre faire fortement pour que nous soyons, d'ici 10 ans, 20 ans, 15 ans, un type de citoyen, un nouveau type de citoyen congolais qui, de par non seulement sa posture, mais ses convictions, pourra marquer non seulement l'histoire du monde, mais aussi l'histoire de l'Afrique. Donc, vous êtes dans une approche un peu globalisante. Absolument. Une approche globalisante, mais située sur le Congolais. Parce que c'est lui l'acteur principal de cette mutation, de cette reconfiguration. Alors, le 17 juillet dernier, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a rencontré le confession religieuse dans son cabinet de travail. À l'issue de cette rencontre, il a parlé clairement d'un dialogue inclusif qui doit être convoqué bientôt dans notre pays. Alors, on sait déjà que la position du dialogue, c'est une position qui n'avait pas vraiment été adoptée par le pouvoir en place. Comment expliquer ces changements lorsque vous avez appris cette nouvelle? Vous savez, le dialogue, comme on l'a dit chez nous, c'est une culture. Donc, la culture africaine d'ailleurs, qui est d'emprunt dans toutes les traditions, c'est chaque fois quand il y a un problème, on va justement
en dessous de l'arbre à palabres pour justement discuter, échanger, lever les options pour aller de l'avant. Parce que, comme on dit, le choc qui se produit dans la société, souvent c'est un déclencheur ou un mécanisme de réconfiguration de la société. Parce que quand il y a un choc, quand il y a une crise, qu'il y a une mutation, justement une mutation vers le bon. Nous, en tout cas, nous sommes de ceux qui pensent que personne, en tout cas, que ce soit le pouvoir en place, ou même, parce que c'était demandé par l'opposition, n'avait rechigné pour dire nous ne voulons pas du dialogue au niveau de la RDC. Toute la question était quand, à quel moment, comme on peut le dire, mais avec qui il faut dialoguer. Parce que, s'il faut emprunter les historiens, nous sommes à la énième dialogue au niveau national qui, curieusement, de vue ou de la perception du vivre autrement, a toujours résolu un problème purement politique. C'est-à-dire qu'à l'issue du dialogue, nous nous rendons compte que c'est l'élite qui se retrouve au pouvoir, qui tire son profit dans l'intégration au niveau du pouvoir. Mais ce que nous n'avons toujours pas remarqué ou observé, c'est que à l'issue des différents dialogues, les bénéfices de la population n'a toujours été, ou du peuple congolais n'a toujours été pas au rendez-vous. Et c'est là justement que nous nous disons, pour répondre à votre question, le dialogue c'est une valeur culturelle africaine et aussi le Congo ne fait pas d'exception. La question qui reste à poser c'est de savoir pour quel résultat. Est-ce que c'est pour justement soutenir les ambitions politiques qui sont justement dans une précarité forte, que ce soit dans le camp de l'opposition ou du pouvoir, ou justement il y a une volonté manifeste de résoudre un problème où les Congolais ou le peuple congolais pourra tirer le bénéfice qu'il faudra. Nous arriverons, Prince Tchaboula, par rapport aux résultats attendus de ces dialogues convoqués. Mais restons d'abord au niveau de l'idée de cette convocation. Nous demandons, est-ce que c'est une volonté personnelle du chef de l'État ou c'est plutôt une imposition de l'opposition, soit de la communauté internationale? Quelle est votre analyse? Voilà. D'analyse de cette question, comme je l'ai dit, au niveau du pouvoir, nous n'avions jamais, en tout cas, entendu le pouvoir exprimer, comme on dit, ses réserves par rapport à la tenue du dialogue. En tout cas, de ce point de vue, nous sommes observateurs des questions politiques en RDC. Jamais le pouvoir s'est prononcé formellement pour dire « nous n'allons pas avoir un dialogue en RDC ». Alors, dès lors que nous partons de ce principe-là, vous allez vous rendre compte avec moi que l'aspect qui était beaucoup plus déterminant, c'est celui de savoir à quel moment il fallait avoir ce dialogue, avec qui il fallait vraiment tenir ce dialogue. Et répondre à votre question, c'est pour vous dire justement que à ce jour, nous ne pouvons pas dire que la tenue du dialogue qui est annoncée par le monseigneur Ambongo n'a pas été le fruit d'une imposition. Parce qu'au niveau du pouvoir, nulle part ou dans aucune prise de parole publique de l'autorité numéro 1, conformément à l'article 69 de la Constitution, a pu exprimer qu'il n'y aura pas de dialogue en RDC. La question qui s'est posée, c'est de savoir avec qui allons-nous dialoguer, à quel moment il fallait dialoguer. Tellement que la partie de l'opposition était, en tout cas, tenait à ce que ça se passe. Et nous, aujourd'hui, tout de suite et maintenant, de l'autre côté du pouvoir, il se disait plutôt que non, il y a un cadre qu'il faut tracer et qu'il faudrait que ce dialogue se passe dans le cadre constitutionnel et l'opposition, encore l'antagonisme naissait à ce niveau-là. Donc, il n'y a jamais eu une pression extérieure de mon point de vue, à moins que nous la prenions de vous. Il n'y a jamais eu une pression extérieure. C'est le moment que l'autorité habilitée constitutionnellement à convoquer ou à
a annoncé la convocation de ces assises, a trouvé que c'était le moment et qu'il l'a fait. Voilà. Alors, le cardinal Ambongo annonce justement ces assises tant attendues après sa rencontre avec d'autres représentants des confessions religieuses, avec le chef de l'État. Mais on sait qu'avant d'en arriver, il y a eu des contestations, des manifestations de l'opposition, et qui d'ailleurs continuent à prévoir des marches. Jusque-là, il n'y a pas encore des reports, mais on a assisté à certaines marches, certaines manifestations qui ont abouti, on peut le dire comme ça, à des blessés, voire même à des situations qu'on peut peut-être pas décrire ici. N'est-ce pas, quelque part, il y a une forme de pression interne, s'il faut pas reconnaître la pression extérieure de manière officielle, mais de manière officielle sur le plan interne, il y a quand même de pression. Bon, nous, au niveau du vivre autrement, nous n'avions pas cette image, cette perception en tant que telle. Parce que nous sommes de ceux qui pensent parce qu'il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Est-ce que la pression, à quoi consistait la pression au niveau interne, notamment avec les évêques ou encore les hommes de Dieu, qui ont fait des tours à travers la région pour justement essayer de discuter avec les uns et les autres dans cette démarche de dire qu'il faudrait tenir les dialogues au niveau interne. Mais ces mêmes prêtres ou ces mêmes hommes de Dieu, nous ne sommes pas nés de la dernière pluie en RDC. Nous savons comment ils ont aussi été beaucoup plus, en tout cas, contributeurs aux différents dialogues que nous avons eus en RDC. Et c'est cette routine-là qui posait problème dans leur approche au niveau des autorités au pouvoir, qui estimaient de leur côté que non, il fallait créer une rupture dans l'approche des tenues de ces dialogues. Une rupture qui ne pourra pas faire que ces dialogues soient mis sur table, non seulement des gens qui sont plein pied dedans dans le sang qui a coulé contre la population ou le peuple congolais, ou encore ceux qui ont trahi le pays en allant s'affilier ou servir, comme on dit, de milices de pouvoir extérieur, de pouvoir étranger. Donc c'était cette configuration qu'il fallait mettre sur pied pour trouver justement le cadre approprié qui va être à même de résoudre ce problème au niveau de concocter ou encore renforcer la cohésion nationale au niveau interne. C'était une question purement d'approche entre les partis, mais seulement c'est des bonnes guerres. La partie de l'opposition ne pouvait que faire pression pour que ça aille vite, pour qu'on tienne compte qu'on reprenne le dialogue comme on l'a toujours fait dans les autres dialogues antérieurs. Mais l'approche qui était celle du premier citoyen congolais, c'était celle plutôt de dire non, il faut une rupture et voir les choses autrement, qui est une approche qui est beaucoup plus soutenue par le mouvement Vivre Autrement, parce que qui pense que justement la rupture dans la façon de saisir le problème, de résoudre le problème congolais, devra être mise pour justement ouvrir la voie sur une vision ou encore une approche qui va pas créer un cercle vicieux permanent au niveau intérieur, mais plutôt une voie qui va permettre à ce que un problème est posé, c'est choqué et créé, la crise est arrivée, on résout carrément cette crise, on passe carrément à autre chose. Sinon, risquer de faire ce cercle vicieux où les mêmes causes produisant les mêmes effets, on retourne dans la même situation. C'est ça qui a été la lecture globale du mouvement Vivre Autrement sur le cadre qui a permis à ce que aujourd'hui qu'on annonce le dialogue entre les Congolais. Alors, Ponce Tchabalala, vous évoquez le numéro 1 du pays qui, de son côté, à vous entendre parler, il s'est jamais prononcé officiellement d'un probable refus du dialogue. Voilà. Alors, mais sinon, ces adeptes ou les gens qui soutiennent son pouvoir ont été catégoriques sur ce plan pour dire, tel que vous l'avez évoqué, les mêmes causes produisant le même effet, il fallait pas aller encore à un autre dialogue qui sera un dialogue de trop.
Absolument. C'est comme je disais, c'est des bonnes guerres parce que nous avions des militants dans ce pays, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, qui tiennent des positions, et ces positions n'engagent pas formellement les cadres ou encore la position des différents camps, comme on peut l'appeler, opposition comme majorité. Nous, ce qui nous intéresse, nous voyons les leaders, l'élite, justement, qui représentent ces deux camps. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ont comme vision, et sur base de ça que nous faisons une lecture de la situation politique en RDC. Si vous me parlez des militants qui ont pris des positions par-ci par-là, ça c'est des bonnes guerres. On ne peut pas tournoyer autour des positions des militants qui ne représentent pas justement, dont les positions ne sont pas portées par leur leader qui représente justement leur structure. À vous entendre parler, donc, le chef de l'État a pris cette décision de manière volontaire. En tout cas, c'est notre lecture, la lecture qui est la nôtre, parce que nous avions suivi à chaque prise de position ou prise de parole en public ou dans les différentes conférences de presse qu'il a annoncées, nulle part, de notre point de vue, il a dit catégoriquement qu'il n'y aura pas de dialogue. Il a justement parlé que le dialogue est une valeur dans notre culture africaine, notamment congolaise. Mais les problèmes qui se posaient, c'était justement l'approche qu'il fallait avoir dans la conduite de ces assises. Au-delà de l'approche, les timings aussi. Pourquoi a-t-il pris autant de temps, autant des mois, alors qu'il y a une crise qui est là de manière permanente, on la voit, et tout le monde le sait. Ouais. Mais justement, il faudrait pas que la crise là, il faut la situer. Elle se retrouve à quel niveau? Et comme je vous le disais justement, est-ce que ce dialogue qui est annoncé aura comme but ou comme objectif ou comme résultat? Est-ce que c'est pour résoudre quel problème? C'est la question que nous voulons nous poser. Si dans l'esprit, parce que nous avions entendu même dans la prise de position de certains hommes de Dieu, ou certains pasteurs qui disaient qu'il faudrait tenir les dialogues pour terminer la guerre à l'Est. Et de la vue de notre mouvement Vivre Autrement, nous ne pensons pas que ce dialogue aura comme objectif ou suffit en lui seul pour résoudre la crise à l'Est de la RDC. Donc c'est ça le problème. Est-ce que l'approche était la même? Est-ce que au niveau de l'entendement du gouvernement ou encore du pouvoir, qui a l'information, qui est informé de tout ce qu'il y a sur le plan sécuritaire et de la défense, est-ce que du point de vue de leur approche, est-ce qu'ils conçoivent que tenir le dialogue au niveau interne va résoudre la crise à l'est du pays? C'est là la question. Mais si vous regardez de l'autre côté, c'est-à-dire l'opposition et les pasteurs, pour eux, c'était tracé absolument. Il faut tenir le dialogue à l'interne pour résoudre la crise à l'Est. Vous voyez, c'est de ces deux approches dont on parle qui ne se rencontraient pas. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, nous comprenons très bien que ces deux approches sont différenciées. Le dialogue interne est important pour créer une cohésion nationale, mais la crise à l'Est devra être résolue ou devra être résorbée par d'autres mécanismes et non seulement la cohésion nationale au niveau des différents protagonistes, c'est-à-dire le pouvoir et l'opposition. Mais lors de sa sortie médiatique le dimanche dernier, le secrétaire général de l'UDPS, qui est aussi le président AI de cette formation politique du pouvoir, dit clairement, peu importe le dialogue, lui il reste campé sur sa position du changement de la Constitution. Bon, c'est comme je disais, les changements de la Constitution ou l'idée des discussions là-dessus, des discussions en rapport avec le changement de la Constitution, on ne peut pas interdire à un Congolais de réfléchir. Et quand les gens se mettent ensemble, pourront en discuter aussi pour voir est-ce que c'est opportun, est-ce que ça vaut la peine, est-ce que c'est le moment de le faire, est-ce que il y a des impondérables qui nécessitent que cette question soit discutée au niveau... C'est une des questions qui est à la base même de la crise aujourd'hui. Bon, la Constitution en tant que telle, nous, au niveau du mouvement Vivre Autrement, nous ne pensons pas que c'est un élément qui est à la base de la crise, mais nous estimons plutôt qu'il y a une récupération politicienne de cette question pour en faire une question de crise. Parce qu'aujourd'hui,
dès lors que nous sommes dans la légalité, personne ne peut dire, à ce jour, un acte a été posé qui viole une certaine disposition constitutionnelle ou une certaine disposition de la législation au niveau de la RDC, au niveau du pays. Aucun acte. À ce jour, il n'y a aucun acte qui a été posé qui viole les dispositions constitutionnelles ou encore les lois du pays. Donc, dès lors quelqu'un pourrait dire que l'idée ou le débat sur le changement de la Constitution serait un élément géniteur de la crise, c'est pourquoi je me dis, ça peut être des positions, des postures ou encore des éléments de langage pour faire passer des ambitions politiques, mais qui ne sont pas en réalité la réalité vécue par le Congolais. Voilà donc l'image que cela donne. Nous ne sommes pas, nous, de ceux qui pensent que le changement de la Constitution ou la révision constitutionnelle ou le débat sur la Constitution ne peut pas être à l'ordre du jour lors de ces débats. Nous, plutôt, nous sommes de ceux qui pensent que il est important que les Congolais, sans tabou, débattent de toutes les questions qui, justement, peut ouvrir, en tout cas, une horizon beaucoup plus espérante au niveau de notre pays et qui va résoudre le problème ou arriver à un résultat qui va répondre aux desiderata de la population congolaise ou du peuple congolais. Tout ce qui a trait qui a trait sur le plan politique ou sur le plan économique, sur le plan du droit ou de la Constitution, devront être discutés lors de ces assises, pourvu qu'on s'accorde pour justement ouvrir une nouvelle horizon vers l'espérance ou le développement ou encore la grandeur du Congo vis-à-vis dans la scène internationale ou encore dans l'horizon du monde entier. Alors, Prince Tchabola, qu'est-ce que la population congolaise peut-elle attendre justement à l'issue de ces dialogues qui sera convoqué bientôt? On s'attend quoi à un nouveau partage du gâteau des politiciens ou peut-on parler du changement de la constitution à la fin de ces dialogues? Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà, c'est là où nous nous sommes toujours retrouvés dans ce que nous appelons le marché des dupes. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a dialogue, les intérêts qui priment sont ceux de l'élite ou de l'homme politique, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, ou encore l'intérêt du pouvoir. Le gouvernant ou ceux qui sont au pouvoir ont tendance à vouloir conserver le pouvoir le plus longtemps possible dans l'exercice de celui-ci. De l'autre côté, l'opposition veut intégrer ce pouvoir pour en tirer profit. Et ce que on oublie, c'est justement le sort du peuple congolais, qui ne s'est jamais retrouvé depuis le dialogue, la table ronde de 1960, jusqu'au dialogue de Saint-Sylvestre 2017, les fameux dialogues de la Senko, justement. Nous avions été victimes, ou le peuple congolais a toujours été victime d'un marché des dupes, où seule l'élite politique où l'homme au pouvoir, ou encore l'opposition, se retrouve, mais foulant au pied le bénéfice, justement, que devait tirer le Congolais. Et c'est là que nous disons, nous, cette fois-ci, nous serons vigilants. Nous allons, justement, dedans ou de l'extérieur, être très vigilants pour que cette fois-ci, et nous allions publier, justement, une déclaration très récemment, pour annoncer que nous allons mobiliser cette fois-ci pour que désormais, les dialogues politiciens ou les dialogues des politiques n'aient pas comme base ou résultat le partage de gâteaux en foulant au pied le bénéfice des Congolais. Et vous allez me demander, mais quels sont les bénéfices des Congolais? C'est justement, si vous regardez depuis la tenue des différentes crises qu'il y a en RDC, nous, les jeunes, les femmes, et tous les Congolais en même temps, en tant que tels, ne tirent pas leur profit. L'étudiant qui a fini à l'UCC, l'étudiant qui a fini à l'UNIKIN, après avoir eu son diplôme de licence, a du mal à trouver un emploi décent qui peut lui permettre de s'émouvoir. La maman qui vend les matembele ou les tomates dans le marché n'arrive pas à nouer les 2 bouts du mois pour nourrir ses enfants et justement assurer leur avenir.
Le travailleur n'est pas payé décemment pour lui permettre de nouer le double. Donc, il y a toutes ces questions-là restent permanentes, alors que l'homme politique, l'élite politique qui était hier à l'opposition, entrait dans le pouvoir, tirer les profits de ce qu'il a pu tirer, satisfait les besoins individuels, les besoins de son groupe, les besoins de son parti politique, tout en laissant justement en dérisoire l'intérêt général qui est celui de la population congolaise. Donc c'est là que nous disons, nous allons rester vigilants pour que l'intérêt du Congolais, celui de la majorité du peuple qui y est justement relégué justement loin de ce qu'on appelle le partage de gâteau, parce que les termes ont été utilisés plusieurs fois par les politiques. Le partage de gâteau, nous voulons que dans ce partage de gâteau, le peuple congolais trouve son compte et se dise enfin, ce énième dialogue, pas comme les autres qui ont précédé, ont eu un plus et qu'il faudra soutenir et encourager. Selon vous, il faudra un médiateur extérieur, étranger, ou on doit faire confiance aux médiateurs congolais. Par exemple, aux confessions religieuses, ECC ou Senko. Bon, qui continuent à œuvrer comme ça? Le mouvement Vivre Autrement tient justement au fait que nous ne sommes pas dans une crise institutionnelle. Nous sommes dans un processus qui est encore qui est dans son ordonnancement constitutionnel. À ce stade, tout pouvoir qui devrait être donné à qui que ce soit devrait s'inscrire dans cette logique constitutionnelle. Et les institutions de la République devront jouer leur rôle. Certes, il faut reconnaître quand même l'effort qui a été fait par les différents pasteurs sur justement essayer de concilier les vues des uns des autres. Moi, je crois que ce qu'il faudrait, nous, le mouvement Vivre Autrement, nous croyons que ce qu'il faudrait faire, c'est de demander justement, d'insister sur le fait que ces pasteurs, qui sont les facilitateurs de ces dialogues, si parce que nous attendons justement l'ordonnance du président de la République pour justement savoir qui fera quoi, qui sera fait exactement. Mais nous sommes de ceux qui pensent que au niveau de ce pasteur, qui sont entre eux d'ailleurs même, nous les connaissons dans une sorte d'antipode. Il y en a qui donnent l'impression de porter la voix de l'opposition et d'autres qui donnent l'impression de porter la voix du pouvoir. Nous, ce que nous les rappelons, c'est que nous sommes là dans une phase historique de notre pays. Leur sérénité, leur impartialité et leur sincérité est démise pour permettre à ce qu'on touche le doigt dans la profondeur de la plaie, qu'on résolve ce problème qui aura comme finalité de rassembler toutes les filles et tous les fils du Congo afin de consolider notre effort et faire face justement à l'ennemi qui nous ronge depuis plus de 30 ans. Voilà. Là, vous revenez sur le concept même dialogue inclusif. Là, il faudra rassembler tout le monde, y compris même ceux qui sont au niveau de l'Est, les rebelles et ceux de la diaspora. Vous imaginez? Je crois, nous sommes de ceux qui pensent que l'inclusivité devra être démise. La diaspora qui a contribué fortement. Nous avons vu dans la crise que nous avons eue, dans l'agression de notre pays que nous avions vécu ici, la mobilisation qu'il y a eu à l'extérieur. Ces citoyens devront participer dans ce dialogue. Certes, je ne peux pas parler, nous ne pouvons pas parler de l'Est du pays de manière générale. Nous savions au moins que tout ce qu'il y a comme gouvernement, tous ceux qui sont en train de gérer l'Est du pays en ce moment, ont un cadre qui est reconnu, notamment le cadre de Washington et le cadre de Doha, notamment le cadre de Washington avec l'agresseur qui est le Rwanda, et le cadre de Doha avec le M23 AFC justement. Là, ça sera réglé dans ce cadre-là. Mais nous, ce que nous disons, l'inclusivité, pour nous, c'est tous les fils et toutes les filles congolais qui ont ce sang patriotique et qui pensent que justement, ils pourront apporter quelque chose
dans cette cohésion nationale qu'on veut créer pour faire face à l'agression, faire face à l'ennemi. Je crois qu'ils sont tous les bienvenus, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient du Sud, du Centre, de l'Ouest, ils sont les bienvenus pour justement renforcer cette cohésion et justement servir d'un seul peuple qui va faire face à celui qui l'agresse ou encore à l'ennemi qui est devant lui. Merci beaucoup à vous, Prince Chaboula, d'avoir été notre invité. C'est un plaisir d'être reçu chez vous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt avec un nouveau numéro et un autre invité.